Le 12 avril 1981 est lancée la navette spatiale Columbia. Ce véhicule spatial allait permettre de rendre l'accès à l'espace facile, peu coûteux et réutilisable. Mais en réalité, c'est tout le contraire qui s'est passé. La navette spatiale coûte cher et en remise en état, d'autant plus qu'avec l'accident de Challenger et de Columbia, les navettes spatiales allaient tôt ou tard prendre leur retraite. Et c'est finalement en 2011 que Atlantis ferme le chapitre des navettes spatiales à la NASA en 2011. Mais il y a quelques années de cela, en 2004, le président de l'époque, George W. Bush, a annoncé en janvier de la même année le programme Vision for Space Exploration, ou aussi abrégé le programme Constellation. Avant de parler du SLS, je vais vous raconter comment cette fusée a vu le jour. Pour comprendre, il faut revenir en 2004, soit un an après l'accident de Columbia. Donc, en 2004 est lancé le programme Constellation. Ce programme était destiné à renvoyer un être humain au-delà de l'orbite basse, et de surtout viser la Lune et de s'y poser. Pour renvoyer un équipage vers notre satellite naturel, il faut un lanceur qui devra avoir plus de puissance que la Saturn V, qui aujourd'hui est la fusée la plus puissante de l'histoire. Le seul véhicule capable d'envoyer des Américains en orbite basse, c'était la navette spatiale. Sauf qu'elle est uniquement capable d'aller en orbite basse, et pas au-delà. Donc il a fallu concevoir un nouveau véhicule spatial. Ares 1 était plutôt destiné à envoyer le vaisseau spatial Orion en orbite basse terrestre, et Ares 5 a envoyé le module lunaire Altair, pour que Orion fasse un rendez-vous en orbite basse terrestre avec Altair. De base, Orion devait être capable d'emporter 6 astronautes en orbite basse, et 4 astronautes pour une mission lunaire, et ainsi pouvoir en effet réaliser un alunissage avec le module lunaire Altair, et avec cette fois-ci 3 astronautes à bord d'Altair. Mais le point le plus fort dans ce programme, c'est la réutilisation des matériels. Le but du programme était de renvoyer des astronautes sur la Lune, mais aussi de réutiliser les composants de la navette spatiale et de la Saturn V. Par exemple, le premier étage d'Ares 5, c'est en fait les réservoirs de la Saturn V, tandis que les boosters qu'on retrouvera sur Ares 1 et Ares 5 sont tout simplement les boosters de la navette spatiale. Les étages supérieurs des fusées Ares sont équipés des moteurs J2 qui était auparavant sur la Saturn V. Maintenant, je vais vous raconter comment se passait la mission Terre-Lune. Pour commencer, la fusée Ares 1 décolle de son pas de tir depuis Cap Canaveral et se met en orbite basse terrestre, avec en son bord, comme j'ai dit tout à l'heure, 4 astronautes. Ensuite, après que le module de commande Orion se soit mis en orbite basse terrestre, la fusée Ares 5 décolle en portant avec elle le module lunaire Altair, qui ensuite après va se rejoindre à Orion. Après l'injection translunaire, le deuxième étage est éjecté à travers l'espace et le module de commande Orion utilise son moteur pour ralentir et éviter de repartir dans l'espace. Une fois que le train lunaire est en orbite basse autour de la Lune, il ne reste plus qu'à faire transférer les astronautes qui doivent aller sur la Lune dans le LEM. Une fois que les astronautes sont de l'ELEM, le module de commande se détache du LEM et le LEM fait sa descente sur la Lune. Tandis que le module de commande Orion, lui, reste en orbite, un peu comme lors des missions Apollo. La mission Terre-Lune aurait dû permettre de renvoyer des astronautes sur la Lune vers l'horizon 2020. Et comme je pense vous l'avez deviné, le programme fut annulé. Même si le programme n'aurait pas été annulé, la date de voyage aurait été repoussée car à cause de l'année de merde qu'a été 2020, c'est surtout à cause du Covid-19. Et donc la date aurait été repoussée et sûrement ça aurait atteint peut-être l'horizon 2030. Pendant ce temps que le programme est taillé en pièces par le nouveau président Barack Obama, il décide de tout détruire. Les lanceurs Ares 1, Ares 3 et Ares 5 sont abandonnés. Et le module lunaire Altair passe également à la trappe. Mais un seul élément va survivre. Un seul.
le module de commande Orion. Le module de service d'Orion va subir plusieurs modifications, dont il va recevoir 2 panneaux supplémentaires, là où avant le module de service Orion avait 2 panneaux circulaires. Cette fois-ci, il va avoir 4 panneaux rectangulaires. Ainsi, avec toutes ces modifications, le vaisseau est affecté pour d'autres missions. Et la plus ambitieuse des missions est d'aller en effet rechercher un astéroïde, et Orion devra faire un rendez-vous vers l'astéroïde et ainsi récolter des échantillons. Un nouveau programme est né et la Lune est complètement mise de côté au profit de la planète rouge, Mars. Lorsque Donald Trump chéri a décidé qu'il valait mieux retourner sur la Lune que d'aller sur Mars, il décide de casser le programme que Barack Obama a fait. Et donc pour remplacer le programme que Barack Obama avait mis en place, il décide de créer le programme Artemis pour relancer des astronautes au-delà de l'orbite basse et bien sûr aller sur la Lune. À cette occasion, il décide que le prochain être vivant qui va toucher le sol lunaire sera une femme. Bon, tout ça c'est bien. Mais là, tout à l'heure, on a parlé que du vaisseau Orion, mais il nous manque encore le lanceur, parce que le vaisseau ne peut pas aller tout seul comme ça dans l'espace. Il lui faut un lanceur. Un gros lanceur qui lui sera capable de surpasser Ares 1. Et c'est ainsi qu'est né le SLS, ou Space Launch System. Ce dernier aura les mêmes propriétés que les fusées Ares 1 et Ares 5, c'est-à-dire la réutilisation. Le seul petit détail qui change, c'est que la réutilisation va être plus du côté de la navette spatiale que de la Saturne V. Pourquoi de la navette spatiale ? Il faut revenir en 2011. Lorsque la navette spatiale a pris sa retraite, la NASA a dû faire virer plein d'employés. En fait, la NASA, en utilisant la navette spatiale, elle a créé un gigantesque écosystème. Et cet écosystème était regroupé avec plusieurs équipes techniques, des entreprises, voire même des grandes sociétés, etc. Et vu que l'arrêt des navettes spatiales, ça a fait simplement virer plein d'employés et ils se sont retrouvés sans emploi. Et du coup, en réutilisant des matériaux de la navette spatiale, la NASA peut recréer techniquement l'écosystème qu'elle avait avant. Le SLS se déclinera en plusieurs versions qui pourront être disponibles au fur et à mesure du développement de la fusée. Le premier étage est conçu à partir du réservoir externe de la navette spatiale. Ensuite, sur les 2 côtés du réservoir externe, on trouvera 2 boosters à poudre. Là aussi, c'est du côté de la navette spatiale. C'est en effet tout simplement les boosters à poudre de la navette spatiale. La seule différence, c'est qu'ils sont un peu plus hauts. Un segment en plus a été ajouté. C'est-à-dire qu'en gros, les boosters pourront fournir 25% d'impulsion totale en plus. Pour finir avec ce premier étage, tout en bas, les moteurs qui vont être utilisés pour propulser la fusée, ce sera 4 moteurs RS-25, eux aussi qui viennent directement de la navette spatiale. Cependant, les moteurs OMS de la navette spatiale, eux, ne seront pas récupérés. Si on s'intéresse au deuxième étage de la fusée SLS Block 1, cette fois-ci, il n'y a plus aucune réutilisation de la navette spatiale. Le second étage sera nommé ACPS. Si vous voulez, c'est une version alternative du second étage de la fusée Delta 4. Ainsi, le SLS Block 1 Crew pourra emporter 4 astronautes vers la Lune et 72 tonnes en orbite basse. Cependant, cette version est un peu spéciale, car malheureusement ou heureusement, elle sera utilisée que pendant une seule mission. Elle enverra une capsule Orion inhabitée vers un survol de la Lune vers 2022, soit l'année prochaine. Un peu plus tard, il y aura la version Block 1B. Celle-ci, elle se déclinera en 2 versions. La 1B Crew pour le transport d'équipage et la 1B Cargo pour le lancement de sondes interplanétaires ou de satellites en orbite basse, ou voire même des modules de station spatiale. Car le SLS a été conçu pour, bien sûr, envoyer des hommes au-delà de l'orbite basse et des femmes, bien sûr, mais surtout, Donald Trump a voulu également qu'il y ait, avant de se poser sur la Lune, de construire une station spatiale en orbite cislunaire, ou la station Deep Space Gateway. Et ainsi, pour envoyer les modules jusqu'à la Lune, il faut une fusée puissante. Et c'est là qu'intervient le SLS Block 1B Crew. Et il y a également une autre version qui, elle, s'occupe totalement de l'équipage, c'est la 1B Crew. Celle-ci, il y aura toujours la capsule Orion, et elle pourra également, si possible, dans la coiffe, emporter les modules de la Deep Space Gateway.
Et pour finir, la dernière version, alors celle-là c'est la plus puissante, c'est la version Block 2 de la fusée. Avec une coiffe complètement démesurée, les étages sont quasiment les mêmes que ceux de la 1B, c'est juste la coiffe qui est plus grande. Les moteurs sont les mêmes et la seule différence, grosse différence, c'est que les boosters sont améliorés. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une seconde version des boosters que Orbital ATK avait fait pour la navette spatiale. Cette fois-ci, c'est la deuxième version. Et celle-là, c'est la plus puissante. Et celle-là, elle a été plutôt conçue pour un voyage interplanétaire vers Mars. Bon, vu comment le SLS Block 2 est gigantesque, moi j'y crois pas trop. Parce que dans les faits, actuellement, la NASA a certes les moyens d'envoyer des hommes et des femmes vers l'orbite basse et également vers la Lune. Mais en soi, j'ai envie de dire que le SLS Block 2, c'est inutile pour l'instant. Mais je pense plutôt que le SLS Block 2 serait plus destiné à être utilisé pour le moment où ce sera un voyage interplanétaire. Et je dirais plutôt vers les horizons 2050-2060. Et surtout, il faut aussi penser au prix. Parce que imaginez-vous, le prix lors des missions Apollo, c'était plusieurs centaines de millions, voire même des milliards. Mais là, on parle d'une fusée qui est plus puissante que la Saturn V. Donc le prix sera encore plus démentiel. Bon, déjà le SLS Block 1, il est énorme. Voilà, donc il faut vraiment déjà faire avec ça. Et je pense que la NASA est prête pour envoyer des hommes au-delà de l'orbite basse. Et bien sûr, vers la Lune. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous. Ce sera un bon soutien pour moi. Quant à moi, on se retrouve bien sûr pour la prochaine vidéo dans je ne sais pas quand. Et n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et tout ce qui a une vie a une fin. Je pense que maintenant, je vous dois quelques explications. Vous vous souvenez dans la vidéo où je vous ai annoncé la série des 3 vidéos qui parlaient de la lumière? Bah, j'avais dit ça. Et le dernier truc que j'ai envie de vous dire, c'est que là, je filme pas avec mon smartphone, parce qu'avant, je filmais avec mon smartphone. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Avant, je filmais avec ça. Mais le problème, c'est que en filmant avec ça, on est très vite limité. Donc, j'avais envie d'avoir quelque chose qui repousse mes limites. Et surtout que maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour que j'ai le boîtier et l'objectif avec. Je pense qu'une petite pause prod ne ferait pas de mal. En fait, si je fais cette pause prod, c'est parce que en fait il y a un petit problème dans la vidéo que je vous ai montré. En gros, ce qui se passe, c'est que là en fait, normalement je raconte, oui voilà, j'utilise le boîtier 600D, bref, etc. Sauf que le problème, c'est que à un moment donné, je dis pas que je vais l'utiliser pour le projet des 3 vidéos. En fait, je l'avais en tête, sauf que je l'ai pas dit. Et comme un con, bah je l'ai oublié. Alors je pense que comme vous le savez si bien, je filme maintenant avec mon Canon EOS 600D qui m'a coûté... Mais franchement, au début de la chaîne, j'utilisais mon téléphone. C'est grosso modo un 6S. Donc le voici, hein, c'est un 6S, hein, franchement, il est pratique, hein, la qualité est quand même excellente, franchement j'adore, mais par contre il y a un petit problème, c'est que on va dire c'est bien, mais voilà. Mais du coup bah, j'ai décidé d'acheter un boîtier et du coup je me filme actuellement avec le boîtier 600D. Sauf que le petit problème, c'est que j'ai un petit problème. En fait le problème, c'est que j'utilise ce micro. En fait c'était le Videomic Mi, je crois, version L. Et ce micro, il se branche. Donc là, il y a le micro, et ici, il y a le port ici pour le chargeur, en fait. Et du coup, ça se branchait. Et du coup, voilà, ça faisait ça. Puis du coup, ça faisait que, grosso modo, quand je filmais, en gros, il y avait la caméra sur trépied, etc. Puis je regardais à travers, puis ça enregistrait le son, quoi. Sauf que, petit problème... c'est que ce micro, il y a également un port jack. Et ce port jack, il n'est pas fait du tout pour être branché sur un boîtier, mais il est fait pour c'est fait pour mettre des écouteurs et ainsi savoir comment ça enregistrer. Donc ce micro était inutilisable pour le boîtier.
Donc n'essayez pas de le brancher sur un boîtier, ça marche pas. Mais il y avait également une autre alternative, c'est celui-là. C'est un micro Trust. Donc bon, je vous dis la marque, mais je vous montre pas hein, parce que c'est pas un placement produit. Mais grosso modo, avec ce boîtier, enfin pas ce boîtier, mais ce micro, bah, ce qui se passe, c'est que grosso modo, sur téléphone, ça marchait. Mais par contre, avec cette... Alors là, franchement, j'ai juste envie de dire une seule chose, c'est que je n'insulte pas du tout la marque Trust. Si vous voulez, grosso modo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris, en fait, juste après que j'ai fait le montage, que, en fait, le micro n'est que uniquement compatible avec PC et Mac. Ce qui fait que quand je branche sur mon boîtier, évidemment ça marche pas. Donc en gros depuis le début en fait je teste les trucs mais en fait ils sont pas compatibles. Donc voilà en fait c'est tout simplement con et puis franchement je me rends compte que au montage et c'est pour ça que maintenant je fais cette pause prof de merde hein, parce que je suis un peu obligé parce que je n'insulte pas la marque Trust. Trust c'est une bonne marque, ils font de très bons micros et d'ailleurs le son que vous êtes en train d'entendre là c'est le micro Trust que je suis en train d'utiliser. Donc à quel point je fais confiance, ça j'en suis sûr. Mais par contre au niveau de la compatibilité, un peu moins. Mais ce qui fait vraiment un peu chier, c'est que genre vraiment, pourquoi avoir inventé ces micros? Les deux ont une prise jack, enfin je sais pas pourquoi on pourrait pas les brancher sur des boîtiers. Enfin merde quoi, un micro c'est un micro quoi. Bon maintenant on se laisse parce que ça fait déjà beaucoup trop d'éléments pour une seule vidéo. Et on se retrouve pour le prochain épisode.